Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. Ce vieillissement du cristallin qui devient opaque ne permet plus aux patients de bien voir. Si je ne peux plus conduire mon véhicule, je manque de mobilité, etc. Je reste chez moi et voilà. Pour ça, il faut que vous laissiez bien ouverts les yeux, puis vous regardiez tout en bas vers vos pieds, en direction de vos pieds, vous n'essayez de pas cligner. J'appuie un tout petit peu sur l'œil pour coller les cils. C'est bien. On croit, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui développent cette cataracte, que c'est normal. Je pense qu'il y a quand même des facteurs génétiques là derrière, et c'est justement ces facteurs de risque que j'aimerais identifier. On connaît Monet surtout pour ses tableaux et pour sa contribution au mouvement impressionniste. Mais saviez-vous que le célèbre peintre souffrait de cataracte aux deux yeux? Et ses tableaux montrent clairement l'évolution de sa maladie. Aujourd'hui, les cataractes touchent encore une grande partie de la population, surtout vieillissante, et c'est le thème de l'Antidote de ce soir. Jean-Pierre Coutat, professeur de l'histoire de l'art durant 30 ans au Collège de Saint-Maurice, est l'un de ceux qui se passionnent pour l'œuvre de Monet. À partir de 1908, à 68 ans, le peintre est atteint de cataracte. Ses tableaux changent alors de couleur et de format. Au début de sa carrière, dans les années 1860, Claude Monet plante son chevalet dans la nature et réussit même à immortaliser un champ visuel assez vaste, une sorte de panorama, sur des formats, je ne sais pas, 50-70. Et au fur et à mesure qu'il mûrit et qu'il vieillit et qu'il est handicapé par cette cataracte, on sent que son intérêt se restreint puisque les bords de sa vision commencent à devenir flous. Alors il concentre son regard sur un fragment de la réalité, c'est-à-dire son étang de Giverny, et à ce moment-là, la nature devient secondaire, le motif devient secondaire. Il ne perçoit plus la fleur en elle-même, mais il essaie de restituer simplement la tache colorée. Un autre exemple frappant est ce tableau du pont japonais à Giverny. Il est peint en 1897, avant la maladie. Et voici, 25 ans plus tard, le même lieu. La cataracte est encore aujourd'hui la principale cause de cécité dans le monde. Notre œil contient une lentille naturelle que l'on appelle le cristallin. Au fil des années, le cristallin perd de sa transparence. Il mûrit naturellement. Les rayons du soleil n'arrivent pas jusqu'à la rétine. Ce vieillissement du cristallin qui devient opaque ne permet plus aux patients de bien voir, surtout lorsque les conditions deviennent un petit peu plus difficiles, dans la pénombre, évidemment la nuit, lorsqu'il y a des phares de voiture. Donc se plaint d'une baisse de vision, d'éblouissement, de vision un peu floue comme dans du brouillard. Et petit à petit, lorsque peut-être la vision baisse et qu'on atteint une limite, disons, légale de vision, qui est pour la conduite sur l'ordre de 60%, en général on commence à proposer l'intervention. C'est ce qui est arrivé à Bernard Jacques. Il avait remarqué que sa vue n'était plus la même, mais il ne s'attendait pas à se voir refuser le renouvellement de son permis de conduire. Lors du dernier contrôle, mon généraliste effectivement a dit, d'une manière claire, nette et précise, je ne vous signe pas votre contrôle si vous n'allez pas trouver un ophtalmologue qui puisse me signer. Il y a évidemment des ennuis, mais le plus gros ennui, c'est que si je ne peux plus conduire mon véhicule, je manque de mobilité, etc. Je reste chez moi. Non, mais madame, je ne... Alors là, attends, on n'a pas pris la casquette. Bon. Si j'éteins la lumière, là, si le contraste n'est pas bon, alors là, je commence à avoir un peu des difficultés. Bon, j'arrive à lire, mais il faut que je fasse des efforts. C'est ça qui est très gênant.
le problème commence à venir au moment où il faut voir à une certaine distance, n'est-ce pas? Et là, ça commence à devenir un peu flou. On n'arrive plus à fixer, on n'arrive plus à avoir une image avec des bords bien fixes et bien stricts. Alors, je vais prendre un peu de temps. Bernard Jacques va donc se faire opérer car le cristallin ne guérit pas et ne se soigne pas. Il faut l'enlever pour retrouver une vue claire. Le rendez-vous est fixé cet après-midi et il est un peu inquiet. Je vais mettre un peu de romarin dans les patates bouillies. Comme l'œil est un élément en permanence en mouvement, dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir me concentrer, n'est-ce pas, pour que mon œil reste droit, afin que l'opérateur, respectivement le chirurgien, puisse faire son travail correctement. C'est mon souci. Ce soir, je verrai plus que d'un œil, hein. Donc, On voit très bien d'un œil. Il a toutefois peu de raisons de s'inquiéter. Cette opération chirurgicale est la plus courante en Suisse. Déjà durant l'Antiquité, elle était pratiquée. Chez les Égyptiens ou dans certaines tribus africaines, on poussait le cristallin au fond de l'œil avec des techniques non stériles et parfois l'opéré retrouvait la vue. Monet, lui, était devenu pratiquement aveugle en 1922. Il refuse toutefois de se faire opérer et écrit alors à son docteur. « Je ne puis décidément pas me décider. J'ai trop peur du résultat. Je ne sors plus des cauchemars. Bref, dans un trop fâcheux état pour me laisser opérer. » Mais Clémenceau lui dit, écoute mon cher, ça ne peut plus durer, il faut vraiment que tu te fasses opérer. Alors on opère Claude Monet et de l'œil droit, pour lequel il était quasiment aveugle, et on lui met une paire de lunettes correctrices, dont notamment un verre de couleur verte. Et ça lui restitue partiellement l'exactitude des tons. Mais de l'œil gauche, il ne perçoit que les tons chauds, les rouges, les jaunes, et de l'œil droit, désormais, il ne perçoit que les tons froids. Et l'œuvre la plus caractéristique de cette série, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, on sent très très bien les jaunes, les rouges, les verts émeraudes, et on voit que les tons froids ont été complètement évacués. Il y a chez Monet une modernité qui est peut-être issue d'un handicap. L'opération de Monet en 1923 lui redonne la vue, mais les complications sont nombreuses et la convalescence est longue. Aujourd'hui, la technique s'est grandement perfectionnée. Pendant l'opération, vous allez sentir certaines choses, c'est clair, mais ce ne sont pas des douleurs, comme je vous ai expliqué. Les appareils se sont miniaturisés, les conditions de stérilité sont bien meilleures. Et je vais vous mettre la petite pastille dans l'œil pour dilater la pupille, d'accord? C'est sans douleur, hein? Je préférerais être à un autre endroit. Ça, c'est comme ça. Vous savez, dans ces conditions, il faut faire bonne mine à mauvais jeu. Ben, c'est un mauvais jeu comme jeu, là. Bon. Alors le patient en principe ne doit pas ressentir de douleur. C'est clair que ça varie d'une personne à l'autre, mais la sensation qui est conservée sur ces anesthésies topiques avec les gouttes que l'on fait, c'est en général des sensations de pression, des sensations peut-être de froid ou de liquide, de chute, de poids si vous voulez, et puis peut-être des sensations évidemment de tiraillement, peut-être un tout petit peu sur l'œil, mais ce ne sont pas des douleurs. Alors comme il n'y a qu'une anesthésie en goutte, vous sentez que j'écarte les paupières, mais une fois que je touche plus ça ira beaucoup mieux. On va de toute façon remettre un peu d'anesthésie aussi. Vous sentez le froid de la goutte et le poids peut-être. Ça pique un peu aussi. Oui, ça pique. Alors là, vous allez voir la lumière du microscope par contre, qui vous éblouit un tout petit peu au départ. Les gestes sont extrêmement minutieux. Le chirurgien doit avoir une vision tridimensionnelle de l'œil. Il lui faut beaucoup de dextérité et de coordination pour cette opération qui va durer seulement une quinzaine de minutes. Dans l'intervention, vous voyez que je fais d'abord 2 petites incisions qui me permettent d'avoir ce qu'on appelle des entrées de service pour passer les instruments. Je vais faire d'abord un peu de place dans l'œil avec un gel qui va un peu gonfler, si vous voulez, l'œil pour que j'ai un certain volume pour travailler correctement. Puis je vais procéder à l'ouverture de la capsule du cristallin. Alors ça, c'est un petit peu le geste, disons, technique le plus délicat. La capsule antérieure du cristallin fait entre 10 et 15 microns d'épaisseur. Je vous rappelle que 1000 microns, c'est 1 mm. Donc on travaille sur quelque chose de très fin. On va ouvrir délicatement en rond ce petit cristallin, l'avant du cristallin, pour qu'on puisse aller après accéder au contenu. Et c'est le contenu qui est opacifié, c'est la cataracte. Voilà. Puis maintenant, vous allez entendre un petit peu des petits bruits.
C'est l'appareil qui va justement manger un petit peu ce cristallin. Le chirurgien utilise un appareil à ultrasons qui broie et aspire le cristallin. On va pouvoir maintenant mettre la lentille gentiment dans l'œil. Pour remplacer le cristallin, on insère une lentille. On parle alors d'un implant standard. Mais aujourd'hui, beaucoup de patients décident par la même occasion de corriger un vice de réfraction, comme une myopie ou une presbytie, un astigmatisme. L'implant va donc améliorer la vue de loin ou de près. Mais M. Jacques a choisi autre chose, une lentille jaune asphérique qui améliore sa vision nocturne. Ces implants ne sont d'ailleurs pas totalement pris en charge par les caisses. L'implant standard, qui est un très très bon implant par ailleurs, lui est pris. Et puis le petit surcoût, le petit, comment on peut dire, plus que cet implant peut donner, c'est à la charge du patient. Excellent, ça s'est bien passé? Oui. La sciatique fait pas trop mal? Voilà, je suis toujours vivant. Donc. Voilà, tout s'est bien passé en tout cas, je suis content. Fermez les yeux. On fait un petit pansement alors qu'il restera jusqu'à demain. On l'enlèvera au cabinet. Vous n'avez rien besoin d'y toucher pendant toute la nuit. Hein? Merci. Parfait. Marie-Pascale Dubas a porté des lunettes pendant 50 ans, depuis l'âge de 7 ans. Elle avait une forte myopie et un astigmatisme et elle était gênée dans la plupart de ses activités. Fin 2010, on lui a diagnostiqué une cataracte aux 2 yeux. Ça devenait vraiment difficile dans ma vie courante, dans ma vie professionnelle, même pour la lecture, moi qui suis une grande lectrice, au bout d'un moment de lecture, les lettres commençaient à sauter, je ne pouvais plus, quoi. C'était vraiment une fatigue pénible. Hein. Puis les couleurs, c'était la même chose, c'était un peu plus Alors les sombre, couleurs, non, étaient bien plus sombres, enfin maintenant, donc elles sont très très claires, et puis, comme je dis, au début, après la première cataracte, première opération, ça m'a fait vraiment un effet de couleurs éclatantes, flamboyantes, vraiment des couleurs d'un paysage qui a été lavé par la pluie. Et puis le soleil arrive après. Alors moi j'ai trouvé un changement absolument stupéfiant. Hein. Ouais. Voilà. Bonjour, c'est Jacques. Bonjour, docteur. C'était cette nuit? Non. Non? Sérieux? Non, vous savez, quand vous me traumatisez ma cornée de cette manière, incontestablement, vous avez la sensation d'avoir du sable dans l'œil. Tout à fait, ouais, ça c'est un petit peu normal. C'était pénible, vous avez pu dormir quand même un peu? Oui, j'ai pu dormir. Vous avez pris la petite pastille aussi? J'ai pris la petite pastille. Fermez les yeux. Ouais. Je me suis mouché. Oh, je vois trop bien, attention. Voilà, on va nettoyer un tout petit peu la surface. Ouais, ça c'est violent. Ouais, la lumière un peu forte. Plus de lumière, ouais. Fermez les yeux un tout petit peu, gentiment, on nettoie juste ça. F-A-R-V. Très bien, la ligne du haut seulement, ça me suffit. F-K-E-R-O. Super, mais ici aussi. P-T-L-O-V. D-V, pardon. Mieux, ouais. Clignez un peu des yeux, ça peut aider un peu. Je suis, comme dirait vos doigts, surpris en bien. J'attendais une vision beaucoup plus trouble. Et c'est assez étonnant, et puis je m'attendais à ce que mon cerveau il ne soit pas très d'accord avec ce qu'on m'avait changé, mais en fait, il semble qu'il soit tout à fait d'accord. La cicatrisation très superficielle a lieu en l'espace de 24 heures, de 36 heures, c'est la sensation de picotement, c'est juste la surface. La plaie elle-même, c'est 1 mois, et puis après l'implant, comme on a dit aussi, pour qu'il prenne sa place définitive, c'est 1 mois. Il n'y a pas forcément, disons, vraiment une cicatrice comme dans une autre opération, c'est quand même des endroits qui sont avasculaires, mais il y a quand même un petit processus, disons, de cicatrisation qui est minime. Tu dois tourner la tête pour que tu vois, ça aille bien dans au bon endroit, là. Tu vois. Quelques semaines plus tard, après le processus de cicatrisation, M. Jacques n'a toujours pas repris le volant. Je vois toujours relativement bien, n'est-ce pas? Mais j'ai toujours une sensation comme si j'avais un petit rideau là qui m'ennuie. Le problème, c'est que quand je dois fixer quelque chose au loin, c'est... Tu vois? C'est pas très net. Non, c'est pas très net. Alors si j'attends bien longtemps, eh ben tout d'un coup ça vient. C'est assez curieux. Et qu'est-ce que tu as, une petite couverture? Le lendemain de l'opération, vous aviez une vision de 80%? Alors oui, c'était nettement meilleur. Mais effectivement, maintenant, elle est descendue à peu près de nouveau à 60%. Donc il faut voir pourquoi.
Selon le docteur, la cataracte est bel et bien guérie. Monsieur Jacques a gagné un peu de vision, mais il devra porter des lunettes avant de se faire opérer du deuxième œil. Marie-Pascale Dubas, qui s'est aussi fait opérer cet été, est plutôt satisfaite du résultat. Le chirurgien lui a mis des implants qui corrigent sa vision. Aujourd'hui, elle peut donc voir de loin sans lunettes. À droite, j'ai une lentille qui me permet de voir de près, et puis à gauche, lentille de voir de loin. Et le cerveau, manifestement, s'est adapté très rapidement à ce genre de choses. Ça doit faire un sacré changement pour vous qui avez eu des lunettes depuis l'âge de 7 ans? Oui, c'est sûr que c'est presque une renaissance. Et bon, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, surtout en vieillissant, que je pourrais me passer de lunettes de vue. À l'époque de Monet, les implants n'existaient pas. Le cristallin était simplement enlevé. Le peintre est donc déçu de ce qu'il voit. Il refuse l'opération du deuxième œil. Mais l'intervention lui permet de peindre jusqu'à la fin de sa vie. Il dira alors « Je tenterai de m'y faire, bien que je ne sois plus que jamais certain que la vue d'un peintre ne peut être retrouvée. Quand un chanteur a perdu sa voix, il se retire. Le peintre opéré de la cataracte doit renoncer à peindre, et c'est ce que je n'ai pas su faire. » Et c'est Clemenceau qui, dans son éloge funèbre, a conclu en disant « Monet n'était qu'un œil. » Mais quel œil! Pas du tout, je vais en fait. Bonjour, on a rendez-vous avec Monsieur Balmer. Pour en savoir plus sur la cataracte, nous nous rendons à la Fondation Asile des Aveugles à Lausanne, à l'hôpital ophtalmique Jules Gonnet. Bonjour. Vous allez bien? Bien, bienvenue. Aubin Balmer est ophtalmologue, également privat-docent et maître d'enseignement et de recherche à l'université. Mais je pense qu'elles étaient en train d'organiser quelque chose. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de prévenir une cataracte? D'une certaine manière, oui. Si l'on connaît les facteurs de risque, et on les connaît en partie, en éliminant ces facteurs de risque, on peut certainement ralentir, diminuer le risque de développer une cataracte. Quels sont les facteurs de risque, justement? Le premier facteur de risque est l'âge. Alors sur ce facteur-là, ce serait contre-productif que de vouloir agir. Mais de nombreux autres facteurs liés au comportement, aux habitudes, peuvent être impliqués dans le développement de la cataracte. Par exemple, la fumée. On sait que la fumée double le risque de cataracte. Par exemple, la consommation d'alcool, consommation excessive. Par exemple, l'exposition au soleil. Est-ce qu'il y a des comportements à adopter? Il y a des comportements... Pour pouvoir faire en sorte qu'elle intervienne le plus tard possible, la cataracte. Évidemment, on ne peut pas tout prévenir, mais il faut d'abord avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, il faut avoir une vie régulière, il faut avoir du mouvement. Et ces trois facteurs, alimentation, rythme de vie et mouvement, sont certainement les plus importants pour rester en bonne santé et aussi pour garder une meilleure vision, pour éviter la cataracte. Ça a été démontré clairement. Les cataractes, on l'a vu, ça touche surtout les personnes vieillissantes. Est-ce qu'il y a d'autres groupes d'âge aussi qui peuvent être touchés? Donc la cataracte, c'est effectivement la maladie la plus fréquente dans le domaine oculaire. C'est aussi la maladie la plus responsable des cécités. On compte à peu près 30, 40 millions d'aveugles selon la définition de la cécité. Mais la cataracte n'est pas réservée exclusivement aux personnes âgées. C'est une maladie qui peut toucher des enfants. Par exemple, si pour des raisons génétiques, pour des raisons infectieuses, pour des raisons de malformation, un enfant peut naître avec une cataracte dans un œil ou même dans les deux. Il peut y avoir des cataractes traumatiques, c'est-à-dire un choc violent sur l'œil. Il peut y avoir aussi une perforation du globe, par exemple avec un éclat de pierre, un éclat de verre, avec un éclat de métal. Et si ce projectile traverse l'œil et passe par le cristallin, ce cristallin va se troubler très rapidement et donc constituer une cataracte dite traumatique. Et ça, évidemment, ça peut toucher toutes les classes d'âge. L'IRO est un institut de recherche en ophtalmologie situé à Sion. Il travaille sur le génome de l'œil.
L'équipe du professeur Daniel Chorderet est composée de 35 chercheurs, médecins, biologistes et techniciens. Ils essaient ensemble d'isoler des gènes qui seraient entre autres responsables de la cataracte. Car la maladie est héréditaire, donc liée à notre recette ADN. Il y a des cataractes qui sont congénitales, donc que les enfants ont déjà à la naissance, et il y a des cataractes qu'on dit séniles qui se développent avec un âge avancé. Mais je pense que pour les deux formes, ainsi que des formes qu'on trouve entre deux, pour toutes ces formes, il doit y avoir derrière des facteurs génétiques qui font qu'une personne a plus de risques de développer une cataracte qu'une autre. Et c'est justement ces facteurs de risque que j'aimerais identifier. Mais la tâche est colossale. L'œil contient environ 5000 gènes, dont une cinquantaine qui seraient responsables de la cataracte. Les scientifiques travaillent à partir des zébrafiches, des petits poissons qui ont pratiquement les mêmes yeux que nous. Alors ça, c'est des zébrafiches qui sont ce qu'on appelle transgéniques, c'est-à-dire qu'ils ont des gènes particuliers, des gènes humains. Ce qu'on fait, c'est qu'habituellement, on identifie un gène, on l'identifie chez les patients, et puis une fois qu'on a identifié ce gène, on essaye de le retrouver dans le génome du poisson. Et si on peut le retrouver, alors on peut soit l'inhiber, ou bien on peut aussi faire une lignée de poissons chez qui on va injecter le gène humain muté pour voir s'il est capable aussi de développer la maladie. Et puis nous, on regarde simplement comment le poisson se développe et on regarde à 5 jours sous le microscope si le cristallin est transparent ou si le cristallin est opaque comme dans une cataracte. Le plus simple, c'est de récolter les œufs. Le but fondamental aujourd'hui, c'est quand même de comprendre comment se développe cette cataracte. Parce que c'est vrai que le traitement de la cataracte est assez facile aujourd'hui. Imaginez un traitement génique pour une maladie comme la cataracte, c'est encore très loin. Il faut vraiment qu'on se concentre d'abord sur des maladies beaucoup plus graves pour utiliser ce traitement génique. Mais la compréhension de l'évolution du cristallin, ça c'est quelque chose qui est important de comprendre aussi. Peut-être qu'il y a des choses toutes simples à faire, peut-être que même pour les cataractes séniles, il y a des choses qui pourraient favoriser le non-développement d'une cataracte chez quelqu'un qui est prédisposé. Et ça aujourd'hui on ne le sait pas, et on le saura que si on fait ces études. Leurs recherches permettent aujourd'hui de donner un conseil génétique aux familles touchées par la cataracte congénitale héréditaire, une forme de cataracte plus rare qui affecte l'enfant et qui touche quand même une famille sur 100 en Suisse. Ce qui se fait à l'IRO, c'est du concret ou c'est des recherches abstraites? C'est des recherches d'abord fondamentales, mais les recherches fondamentales sont indispensables pour déboucher sur des recherches concrètes. Vous croyez qu'un jour on va réussir à trouver un médicament pour pouvoir prévenir De nombreuses recherches ont été menées, de multiples essais thérapeutiques ont été faits, mais aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médicamenteux reconnu efficace contre la cataracte. C'est vrai que le domaine du génétique ouvre des possibilités probablement insoupçonnées encore aujourd'hui, et on espère bien justement qu'à travers les gènes concernés, responsables de cette cataracte, on puisse agir de manière préventive, que ce soit sous forme de médicaments. Ça, évidemment, c'est l'avenir qui nous dira. Comment vous voyez l'avenir de l'opération? Ça change tellement vite. Il y a une trentaine d'années, avant même qu'on fasse les implants, un grand professeur de chirurgie de la cataracte disait « on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire pour la cataracte, on peut cesser toute recherche ». Et depuis, l'opération de cataracte a totalement changé, c'est une vraie révolution. Alors actuellement, on a déjà un niveau de technique qui frise déjà la perfection, mais on peut toujours aller plus loin. On peut éventuellement avoir des incisions plus précises, moins d'astigmatisme, moins de complications opératoires, moins d'inflammation, une récupération plus rapide. On peut imaginer aussi d'avoir des implants plus efficaces. Par exemple, idéalement, ce serait de vider le cristallin, garder la capsule, le remplir à nouveau avec un gel qui reproduirait exactement les conditions d'avant la cataracte, et on aurait alors aussi l'accommodation, c'est-à-dire la mise au point pour toute distance qui serait conservée. Ça, ce serait évidemment l'idéal, et des travaux se font dans ce sens. Ce sera difficile, mais peut-être qu'on y arrivera. Ben Balmer, merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci. Merci. On ne peut pas empêcher que notre œil vieillisse avec nous, que notre cristallin s'opacifie et forme une cataracte. Par contre, on sait aujourd'hui que l'opération est devenue très courante, qu'elle comporte moins de risques et que les recherches en la matière pourront peut-être nous aider à mieux comprendre la maladie dans le futur. Je vous donne rendez-vous sur canal9.ch ou sur notre page Facebook de l'Antidote pour en savoir plus. Bonne semaine à tous.